Il est 19 h et vous êtes en direct sur Public Sénat. Voici tout de suite les titres de l'actualité de ce vendredi 13 avril 2012. Toute dernière ligne droite pour les candidats à la présidentielle à Paris ce dimanche. Les principaux prétendants à l'Elysée montreront leurs muscles, un duel à distance par meeting géant interposé. François Hollande sera à Vincennes, Nicolas Sarkozy à la Concorde et Jean-Luc Mélenchon en embuscade à Marseille. Les prisons françaises n'ont jamais été aussi remplies. Un nouveau record historique dévoilé aujourd'hui, mais très peu de détenus pour aller voter. Enquête dans ce journal sur ces votes pas tout à fait comme les autres. Et puis la Syrie où un calme précaire demeure ce soir. Mardi à Paris, une vague blanche partira du Trocadéro pour réclamer la fin des violences sur place. Le réalisateur Costa Gavras, l'auteur de L'Aveu et de Z, sera notre invité pour nous en parler dans quelques minutes. Ne soyez surtout pas impatients, elles arrivent. Les professions de foi des 10 candidats à la présidentielle sont en passe de rejoindre effectivement votre boîte aux lettres. Elles sont accompagnées des bulletins de vote nécessaires pour le scrutin et que vous pourrez utiliser le 22 avril. Mais avant de se mesurer dans les urnes, les candidats se jaugent par meeting interposé. Les deux principaux rivaux se défient dimanche à Paris avec 2 rassemblements presque simultanés. François Hollande a choisi l'esplanade du château de Vincennes, Nicolas Sarkozy la place de la Concorde. Un casse-tête en tout cas pour les organisateurs des deux camps qui doivent aussi jouer avec une autre course tout aussi trépidante, celle des coureurs du marathon de Paris. Sandra Serquera. La Concorde, c'est un peu le symbole de la victoire de Nicolas Sarkozy. Dimanche, l'UMP espère que la place sera pleine. Et en coulisses, les militants font tout pour. La mobilisation n'est pas celle de 2007. Un bus parcourt Paris depuis ce matin. À son bord, des cartons pleins d'invitations. Le but, c'est d'être visible dans tout Paris, faire la tournée de toutes les circos. Le casting des intervenants n'était pas encore connu ce matin. Certains parlent d'effet de surprise, d'autres d'une trop grande improvisation. L'UMP n'a pas pu réserver le nombre de bus et de trains souhaités, alors le parti compte sur le dynamisme des militants. Il est essentiel qu'au premier tour, Nicolas Sarkozy puisse réunir le plus grand nombre de suffrages de façon à enclencher une dynamique de deuxième tour qui seule pourra conduire à la victoire. À 10 km de là, Vincennes et son château. C'est là que le PS veut tenir son rassemblement festif. Comme à l'UMP, ici on se garde bien d'avancer des chiffres sur le nombre de personnes espérées. Le coût, lui, est connu, 400 000 €. Il y a plus de 150 bus attendus, il y a un train aussi qui a été affrété, qui montera depuis la région PACA, donc on attend beaucoup de monde. Un duel de meeting pour convaincre les indécis et les abstentionnistes. Un match aux allures de lutte finale. Le premier tour n'est pas passé, le deuxième se prépare déjà. Et la veille de ce duel à distance, c'est Jean-Luc Mélenchon qui, après la Bastille et Toulouse, tentera une nouvelle démonstration de force à Marseille, cette fois. Si François Hollande promet de dominer la finance, le candidat du Front de gauche en dénonce les ravages. Il l'a fait une nouvelle fois ce matin devant le siège de l'autorité des marchés financiers, s'adressant directement à son président, Jean-Pierre Jouyet, un proche du candidat socialiste, Paul Bouffard. Après la Bastille, Jean-Luc Mélenchon s'empare de la bourse. Avec une trentaine de militants armés de pancartes, il dénonce les ravages de la finance devant le siège de l'autorité des marchés financiers. Nous voilà chez l'envahisseur. Ceux-là là-bas et ceux-là ici. Sa cible, la spéculation étrangère sur la dette française. La finance s'apprête à sauter à la gorge de notre pays dès que l'élection aura lieu et peut-être même avant. En ce vendredi 13, les militants scandent « Aujourd'hui, pas de chance pour la finance ». À ceux qui veulent spéculer sur la France, le peuple répond résistance. Résistance aussi contre le président de l'AMF, Jean-Pierre Jouyet, ex-ministre de Nicolas Sarkozy et surtout proche de François Hollande. Il ne faudrait pas que son passé d'ancien ministre de M. Nicolas Sarkozy le conduise à quelque douceur ou tendresse que ce soit à l'égard des conspirateurs financiers, car il nous en rendra compte personnellement. À bon entendeur, salut. De coups d'éclat en opération coup de poing, Jean-Luc Mélenchon continue sa marche vers l'Elysée. Selon un dernier sondage, le 22 avril, il serait le 3e homme avec 17% d'intention de vote.
Les nouvelles sont rassurantes ce soir sur l'état de santé de Pierre Mauroy. L'ancien Premier ministre socialiste a été opéré hier d'une tumeur à un poumon à l'hôpital Percy de Clamart en région parisienne. L'ancien sénateur maire de Lille va rester en observation pendant encore quelques jours et devrait rentrer chez lui en début de semaine prochaine. Nicolas Sarkozy en Corse, dans son costume de président, il a dénoncé les règlements de compte et les assassinats qui affectent l'île depuis maintenant quelques jours, tout en soulignant leur diminution et le travail des forces de police. Des propos qui ont fait réagir le président du groupe socialiste au Sénat. Selon François Rebsamen, Nicolas Sarkozy travestit son bilan sur la sécurité en Corse. Un bilan, dit-il, aussi mauvais que sur le continent. Un tout autre sujet abordé aujourd'hui par la candidate écologiste Eva Joly en visite dans une école parisienne. Elle a plaidé en faveur d'une école innovante, laissant plus d'autonomie aux élèves. C'était cet après-midi du côté des Halles à Paris, comme vous pouvez le voir sur ces images. Nouveau seuil historique dans les prisons françaises où plus de 67 000 personnes sont aujourd'hui détenues. Parmi elles, seules quelques-unes seront autorisées à quitter leur cellule pour aller voter dans une semaine. Une disposition qui reste une exception, comme vous l'explique ce soir Fabrice Cunet. Combien de détenus voteront pour cette présidentielle? En 2007, ils étaient autour de 2500 à avoir exercé ce droit. Si la procuration est le moyen le plus utilisé, certains ont pu bénéficier d'une permission exceptionnelle pour se rendre dans l'isoloir. Il faut avoir à l'esprit que c'est un droit à demander une permission de sortir. Ça veut dire qu'un juge d'application des peines va examiner la demande, va se pencher sur la personnalité de celui qui fait cette demande, analyser les faits qui ont justifié sa condamnation, la gravité des faits, la qualification de ces faits-là. Et c'est à la lumière de l'ensemble de ces éléments que le juge d'application des peines peut être amené à accorder la permission de sortir ou à la refuser. Pour l'exemple, sur les 2500 détenus de la prison de Fresnes, 5 seulement ont obtenu une permission pour voter le 22 avril. Procuration ou permission, le droit de vote relèverait du parcours du combattant selon certaines associations qui militent pour la présence d'un isoloir dans les maisons d'arrêt. Sans succès pour l'instant. C'est une position absolument intenable, logiquement intenable et irrationnelle d'empêcher l'installation d'isoloirs en détention parce qu'elle ne se justifie pas, et même pas pour des raisons d'ordre intérieur ou de sécurité. C'est juste une question de se dire ça va nous donner du travail en plus, on va pas mettre des moyens supplémentaires pour permettre à quelques centaines de personnes incarcérées de voter. Et cette campagne présidentielle est loin de rassurer. La problématique carcérale est absente des débats et aucun candidat ou proche de candidat ne s'est rendu dans un centre. Difficile dans ces conditions d'inciter les détenus à voter. Saviez-vous qu'il peut vous en coûter jusqu'à 75 000 € d'amende si vous divulguez avant la fermeture des bureaux de vote les résultats du scrutin présidentiel? De quoi refroidir les ardeurs, même si les nouveaux moyens de communication, les réseaux sociaux, comme Twitter en particulier, changent aujourd'hui largement la donne. Alors, doit-on s'attendre à des surprises au soir du 22 avril prochain? Thomas Raguet a mené son enquête, regardez. Tweetera ou tweetera pas? Sur leur site de microblogging favori, les tweetos n'en finissent pas de gazouiller. Une règle facile à faire appliquer aux grands médias l'est-elle pour plusieurs milliers d'informateurs individuels potentiels? La commission des sondages prévient, elle distribuera des avertissements aux internautes qui ne respecteraient pas la règle. Une règle qui vise à éviter toute influence sur le vote des électeurs se rendant aux urnes tardivement. Il n'y a pas de raison que massivement les résultats en soient changés parce que les électeurs ne se décident pas en fonction des résultats qu'ils connaissent ou ne connaissent pas. Ils ne vont pas se mettre à aller voter parce que des premières tendances circuleraient. Ceux qui seraient susceptibles de le faire, ça fera longtemps qu'ils auront déjà voté à 19 h quand les premiers résultats circuleront. Une influence sur le vote qui pourrait en dernier recours aller jusqu'à l'invalidation de l'élection, mais seulement en cas de résultats très serrés entre les deux finalistes. Il faudrait en plus pouvoir démontrer et que le juge soit convaincu que cet écart très serré résulte de la diffusion anticipée de résultats, qu'il y a eu suffisamment d'électeurs qui auraient changé d'opinion à ce moment-là. Bon, très honnêtement, c'est un cas de figure que je veux bien construire sur le papier, mais qui me paraît hautement improbable. En 2003, au Canada, un jeune blogueur a été condamné pour diffusion anticipée de résultats électoraux. L'affaire y a provoqué un vif débat et le Parlement a décidé de modifier la loi. En France, certains proposent une solution simple, que tous les bureaux ferment à la même heure. C'est déjà le cas pour les élections européennes.
Bon, on verra bien. Bonsoir Stéphane Rosès. Bonsoir. Alors on l'évoquait en début du journal, ces 2 meetings géants, hein, de Vincennes pour François Hollande et de la Concorde pour Nicolas Sarkozy. Est-ce que ces manifestations, vraiment qui vont être des manifestations de masse, peuvent avoir un quelconque effet sur le résultat du premier tour ? Oui, très certainement. D'abord, il va y avoir un effet de polarisation. La symbolique est forte, unité de lieu, unité de temps, unité de thématique, et les situations des deux challengers principaux est un tout petit peu différente. Nicolas Sarkozy, on le sait, accorde une très grande importance symboliquement d'être premier au premier tour. Et pour la première fois, François Hollande a annoncé qu'il croyait en sa victoire. Le sujet, quel est-il? C'est que pour l'un comme pour l'autre, la polarisation des médias liée à la symbolique de l'affluence, quel est celui qui va avoir le plus d'affluence? Il va y avoir une bataille de chiffres, évidemment. Quelles vont être les thématiques développées par l'un et par l'autre? Ce sera une sorte de débat en parallèle. Donc on verra le récit de chacun et on pourra évidemment comparer. Les chaînes d'information comme la vôtre et les radios vont évidemment relater ça en direct. Alors qui va en profiter? On le sait. Celui qui va en profiter, ce sera à la fois Nicolas Sarkozy et François Hollande, parce que la polarisation va faire que chacun va accroître le vote utile. Nicolas Sarkozy, sur sa droite, l'électorat tenté par voter dès le premier tour Marine Le Pen pourra se dire que quand même le vrai sujet c'est François Hollande, il faut aider Nicolas Sarkozy. Et sur sa gauche, François Hollande va bénéficier d'un élément vote utile de la part de tout cet électorat Mélenchon qui pour une part assez importante hésite encore entre François Hollande et Jean-Luc Mélenchon. Et puis au centre, on l'a bien vu dans la dernière période, François Bayrou est en difficulté parce qu'il est aussi touché par cet aimant vote utile. Rarement les deux principaux candidats à la veille d'un premier tour étaient dans une situation autant avantageuse. Alors, le marathon passe entre les deux lieux, Vincennes et Concorde. La différence psychologique, c'est que François Hollande a entamé un marathon qui est lié à sa façon d'être, sa sérénité. Nicolas Sarkozy a entamé un sprint final. Mais maintenant, c'est le grand rendez-vous comme une répétition de ce que serait le second tour. Mais pensez-vous, Stéphane, que les choses peuvent encore changer? Autrement dit, est-ce que les dés sont jetés? Il y a aujourd'hui, et vous l'avez rappelé à l'instant, François Hollande, qui déclare publiquement croire en sa victoire. On a l'impression que cette fameuse cristallisation des votes, ou en tout cas des intentions de vote, est aujourd'hui réelle dans l'opinion. Ce qui est vrai, c'est que les intentions de vote viennent de se croiser parce que le fait que François Hollande et Nicolas Sarkozy annoncent leur programme a déplacé le sujet de la question de la personnalité à la question de la crédibilité de la parole. Et là, Nicolas Sarkozy a un problème. Dès qu'il énonce ce qu'il va faire, les gens se souviennent de son bilan qu'il a un tout petit peu esquivé. Là où François Hollande est jugé beaucoup plus, je dirais, crédible dans sa parole. Néanmoins, le deuxième tour n'est pas le prolongement exactement du premier tour. Ce ne sont pas des législatives. Ce qui explique que dans l'histoire des sondages de la présidentielle et des résultats, il y a pu y avoir des variations. Donc rien n'est joué et puis il va y avoir un vrai duel. Là, c'est un duel à fleuret moucheté. Le vrai duel d'entre-deux tours va être un moment très important où chacun va pouvoir avoir les cohérences, sans doute sur les vrais problèmes du pays, parce que chacun là regarde à sa droite ou sur sa gauche. Le débat d'entre-deux tours portera sur le vrai problème du pays qui est: est-ce que notre vieux pays a un destin, son modèle social et républicain dans le monde tel qu'il est? Le suspense demeure donc. Absolument. Merci Stéphane Rosès, à vendredi prochain. Regardez tout de suite ces images, elles ont été tournées à Aubagne, à une vingtaine de kilomètres de Marseille. On y voit des traces de braquage, des impacts de balles, des images symptomatiques en tout cas d'une insécurité grandissante dans cette région des Bouches-du-Rhône. Des images tournées pour nos routes de campagne. Bonsoir Julie Hulin. Bonsoir. Alors avec Pierre Bonde-Joseph, vous avez sillonné les routes du Sud autour de Marseille toute la semaine dernière. L'insécurité est le premier thème que vous avez choisi d'aborder dans cette série de documentaires, dans une région où elle fait, vous le savez, beaucoup parler d'elle. Alors dans ce contexte, peut-on dire que l'insécurité dans cette région va peser peut-être sur les intentions de vote des habitants des Bouches-du-Rhône dans 8 jours lors du premier tour du scrutin? Eh bien,
Pas sûr, pas vraiment. Nous, on a décidé d'aller à Aubagne, une petite ville de 50 000 habitants, où le nombre de braquages a augmenté de 24% en un an, comme on l'a vu dans ce bar, qui garde un étrange souvenir au plafond, sa dernière agression au mois de décembre. Les responsables, là-bas, ce sont finalement pas des gros délinquants, mais des petits, un peu imprévisibles, qui viennent comme ça avec leurs armes, qui tirent à tout vent, pour parfois seulement quelques billets. Oui, on parle de nouvelles délinquances. Voilà, c'est des petits délinquants qui font peur parce qu'on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire à tout moment. Ils sont vraiment imprévisibles. Ces commerçants, ils sont un peu désabusés. Ils aimeraient que là-bas, à Aubagne, des caméras soient mises en place. Le maire communiste s'y refuse totalement pour une question d'éthique. Alors finalement, à Marseille comme ailleurs, vous l'avez constaté sur place, c'est bien d'autres thèmes, les thèmes sociaux en particulier, qui prennent le devant et qui sont au cœur des préoccupations des habitants. Les thèmes sociaux, en effet, à Marseille, comme le mal logement. Là-bas, c'est la priorité. Finalement, on pourrait penser que c'est la sécurité, mais ce qui fait parler les gens et ce qui les concerne le plus, c'est le mal logement. Une ville où 80% de la population est éligible au logement social, un manque cruel de HLM, 40 000 demandes en attente et seulement 3 000 logements qui sont attribués chaque année. Nous avons rencontré des femmes seules avec leurs enfants en attente d'un logement, qui sont d'ailleurs éligibles au DALO, le droit au logement opposable, mais sans logement disponible, impossible de trouver une solution. Pas assez de HLM et de l'autre côté, une offre locative privée qui est devenue quasiment inaccessible. Le prix des loyers a augmenté de 45% en 10 ans. Du coup, cette crise du logement finit même par toucher les familles les plus aisées. Je vous propose d'écouter un responsable d'association. On est obligé de faire très attention, limite de se priver aussi. Voilà. Au lieu de manger des bons légumes et tout comme ça, on va manger des pâtes, du riz, des pommes de terre, c'est que moins cher. Comment il faut faire? On est obligé. Moi je suis retraité, non mais c'est l'emploi. Hein. C'est l'emploi. Partage des richesses, c'est que tout le monde puisse vivre correctement et pouvoir élever ses enfants correctement et ne pas avoir de soucis tout le temps d'argent en fin de mois, c'est tout. Voilà ce qui préoccupe les gens de la région des Bouches-du-Rhône, pas l'insécurité, mais d'autres thématiques sociales en particulier. Finalement, on le constate, à Marseille comme ailleurs, les thèmes qui préoccupent les Français sont les mêmes à une semaine maintenant du premier tour. Oui, voilà, ce qu'on vient de voir, c'est finalement la sécurité, on en a parlé, on pensait qu'avec cette histoire de Toulouse, ça allait revenir sur le devant de la scène, et finalement, pas du tout. Les gens se préoccupent de où habiter, où vivre et comment manger à la fin du mois, des préoccupations plus proches d'eux et plus pécuniaires quelque part. Et à Marseille, cette histoire du logement, donc on le disait, avec finalement aujourd'hui des classes moyennes qui sont touchées par des difficultés de logement. Ça, c'est une nouveauté. Je vous propose qu'on écoute un responsable qui nous explique pourquoi. Un emploi ne protège plus du mal logement. Parce qu'on demande 3 fois le salaire, vu le niveau des loyers, même quand on a un salaire correct, bon, c'est très difficile. Et puis on demande des CDI, alors que beaucoup en fait, de cadres travaillent aussi sur des emplois précaires, chargés de mission en particulier. Voilà un dernier témoignage enregistré par vos soins, Julie et Pierre Bonde-Joseph, tout au cours de la semaine dernière, sur, j'allais dire, le pouls de la campagne électorale dans cette région française. Merci encore, Julie. Je vous rappelle qu'on peut trouver l'intégralité de vos reportages sur notre site internet publicsénat.fr. Et la semaine prochaine, c'est en Lorraine que nous retrouverons les journalistes de notre chaîne au cours de la semaine et des journaux d'information. La Syrie, pour terminer ce journal, la Syrie où le cessez-le-feu ce soir reste assez précaire. Un cessez-le-feu menacé aujourd'hui par la mort, par exemple, de 5 civils tués par les forces gouvernementales, au moment où des milliers de personnes ont manifesté à travers tout le pays, appelant le régime à bien respecter le plan de paix international. En France, une vague blanche se prépare. Nous en parlons dans quelques instants avec notre invité, mais d'abord sur place, les faits, je vous le disais. La situation reste très fragile ce soir. Cécile Sixou. Tant bien que mal, Kofi Annan tente toujours de sauver son plan de paix en Syrie. Mais aujourd'hui, le régime de Damas a de nouveau entravé le cessez-le-feu, l'un des principaux points du projet. Les forces de Bachar el-Assad ont pris pour cible des manifestants anti-régime. Ils étaient des dizaines de milliers à défiler dans plusieurs régions du pays à l'appel de l'opposition. Bilan, 5 civils sont morts. Autre point non respecté, le retrait des chars du régime, toujours postés dans plusieurs villes du pays. En revanche, comme le prévoit le plan de l'ONU, les autorités syriennes auraient bien donné des visas à 53 journalistes pour rentrer dans le pays. Autre avancée, l'ONU va pouvoir envoyer rapidement une mission d'observateurs sur le terrain. Composée de 10 à 12 personnes, elle pourrait s'étoffer si les hostilités cessent définitivement.
Enfin, dernier point, Kofi Annan a lancé aujourd'hui un appel en faveur d'une aide humanitaire. Plus d'un an après le début de la répression, 1 million de Syriens sont toujours privés d'eau et de nourriture. Bonsoir Costa Gavras, merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Public Sénat ce soir. Il va se passer quelque chose mardi en France, en particulier sur l'esplanade des droits de l'homme du Trocadéro. Il se passera également des choses, en tout cas vous l'espérez, sur les places des mairies, des communes de France. Que va-t-il se passer, que peut-il se passer mardi au Trocadéro et dans les villes de France, Costa Gavras? D'abord, au Trocadéro, il y aura à peu près 80 personnes qui seront un tout petit peu ce qu'on appelait les home sandwich, vous savez, avec une photo de personnalité qui tiennent un tissu blanc ou un carton avec AC. Proteste. Et ça s'écrit en français et en arabe aussi. C'est pour nous trouvons, vous savez, devant des situations très particulières. Une puissance totale face au drame syrien. Et nous, citoyens, nous essayons de relancer cette histoire. Et il est vrai aussi que les Nations Unies et tous les pays essayent de protester, essayent de faire arrêter ce régime barbare qui tue ses citoyens tous les jours d'une manière épouvantable en bombardant, en exécutant, en torturant les enfants, les femmes et tout. Donc c'est une façon de dire que nous ne pouvons pas continuer à accepter cela et qu'il faut que ça cesse. Et que l'idée c'est que le peuple syrien se sente qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a d'autres personnes dans le monde qui pensent à eux. Alors Costa Gavras, vous êtes un dénonciateur impitoyable des dictatures, des autocrates en particulier. Comment vous expliquez ce que vous venez d'indiquer, c'est-à-dire cette inertie de la diplomatie mondiale vis-à-vis de ce pays et vis-à-vis de ce qui s'y passe surtout? Non, pour une fois, la diplomatie mondiale n'est pas complètement inerte. Et ils se font des choses. Il y a Kofi Annan qui est là-bas, qui essaie d'arrêter. Qui est parvenu à quelque chose. Absolument. Je sais que la France a protesté plusieurs fois, d'autres pays protestent, mais nous trouvons devant un régime qui est aidé et appuyé par la Russie et par la Chine, et les Nations Unies sont complètement bloquées, malheureusement. Vous connaissez la Syrie? Très peu. J'y suis allé il y a très longtemps, oui, à Damas, et puis à visiter les Anquettes. C'est un très beau pays, c'est un pays magnifique, mais il vit maintenant depuis combien 50 ans, plus de 50 ans, sous une dictature qui se prolonge de père en fils. Et il n'y a pas de démocratie, enfin c'est vraiment une vraie dictature sanglante. Le père a fait des massacres il y a des années 50-60 je crois, et puis le fils recommence pour essayer de renforcer et instaurer son régime de plus en plus. Quelle est la priorité absolue aujourd'hui? Est-ce que cette priorité, n'est-ce pas, de consolider, j'allais dire, le plan de paix de Kofi Annan qui a été mis en place il y a quelques jours et qui semble à peu près être respecté ce soir encore? Je pense que la première priorité, naturellement, c'est l'arrêt des massacres. Après, il faut que les opposants se mettent d'accord. C'est vrai qu'ils sont très divisés, malheureusement. Et puis après, il faut que la communauté internationale ne fasse surtout pas, ne donne pas surtout des armes et que ne prépare pas une intervention militaire. Ça sera une autre catastrophe sur la catastrophe actuelle. Ça, vous le craignez, ça? Ça, c'est une crainte, oui, parce que beaucoup de gens, d'une manière superficielle, le demandent. Ils disent, allez-y, envoyez des soldats, etc. On a envoyé des soldats en Afghanistan, on a envoyé en Irak, etc. On a vu les résultats. On va beaucoup parler des élections présidentielles au cours de ce journal. C'est la préoccupation aujourd'hui première, évidemment, des Français. Oui. On parle moins de la Syrie, on parle moins de ce qui s'y passe. Est-ce que vous pensez que l'opinion française est aujourd'hui prête pour, j'allais dire, se lever pour la paix en Syrie aujourd'hui? Je l'espère un peu. Je sais que c'est un moment très difficile. Nous sommes la veille des élections. Les gens sont très préoccupés par ce qu'ils vont faire demain, pour qui ils vont voter, etc. Il y a des discours tous les jours. Il y a cette préoccupation qui est, je dirais pas malheureusement, qui est normale à une période démocratique. Mais j'espère que ça serait très bien qu'ils consacrent quelques heures pour la Syrie. Alors ces quelques heures, on le disait tout à l'heure, c'est sortir sur la place des mairies, c'est d'aller au Trocadéro, c'est de montrer ce fameux mouchoir blanc marqué stop dessus. Stop aux tueries. Stop, assez avec le massacre. Stop aux violences. Stop aux violences et respecter le peuple. Voilà. Est-ce que vous pensez que la France a été, j'allais dire, en première ligne, a été digne dans cette intervention pour, on a souvent vu Alain Juppé ces derniers jours, monter au créneau sur ce dossier syrien? Je le crois, absolument. J'ai discuté hier soir avec des amis américains, je leur dis, nous on veut faire ça, qu'est-ce que vous faites? Nous on fait rien, ils disent, on ne sait pas quoi faire. Non, ils disent pas qu'on ne fait rien, ils disent, on ne sait pas quoi faire. C'est vrai que la France, très souvent,
à commencer par les dirigeants, et puis les citoyens donnent un peu les tons. Vous avez dénoncé en son temps la dictature grecque, vous avez dénoncé le totalitarisme stalinien avec les procès de Prague, que vous avez filmé bien sûr dans vos œuvres. Est-ce qu'il y a des points communs dans toutes ces dictatures aujourd'hui dans le monde? Une dictature, c'est toujours une dictature. C'est le non-respect du peuple. Mais il est vrai aussi qu'il faut quand même les prendre une par une. La dictature grecque n'a pas fait des massacres. Ils ont arrêté la liberté, ils ont torturé, ils ont mis les gens en prison, mais il n'y a pas eu de massacre. Il n'y a pas eu de bombardement, etc. La dictature stalinienne était pire que toute, parce que vraiment pendant des années et des années, c'était absolument un système barbare. Et puis maintenant, on retourne dans une autre barbarie tout à fait différente des autres. Je pense que chaque barbarie, malheureusement, avec les mêmes résultats, mais ne peut pas être jugée de la même manière. En matière d'autocratie, en matière d'absence de démocratie, en matière de massacre, de tuerie, quels sont aujourd'hui les endroits du monde qui vous préoccupent particulièrement, si on fait abstraction de la Syrie? Oui, c'est nombreux. Vous savez, le Moyen-Orient, c'est l'endroit explosif. Vous voyez, ce qui est arrivé dans les pays arabes, le printemps arabe, par exemple, qui était une sorte d'espoir formidable, mais on ne sait pas comment ça va finir. On ne sait pas ce qui va se passer en Égypte, on ne sait pas ce qui va se passer en Libye et dans d'autres pays, etc. Ça, c'est un problème. On avait la joie de voir le peuple se soulever pour changer ses conditions de vie, etc., trouver de la liberté, et on s'aperçoit que des mouvements conservateurs, des mouvements, disons conservateurs pour ne pas dire un autre mot, sont en train de prendre les pouvoirs et d'instaurer peut-être un régime encore peut-être aussi mauvais, sinon pire que celui d'avant. Donc si l'on va mardi sur les places de France, c'est également au-delà de la Syrie peut-être pour tous ces régimes fragiles qui se cherchent un destin et que ce destin soit un destin de paix et de sérénité nouvelle peut-être. Absolument, et pour dire que nous vivons en démocratie, la preuve est là, tous les jours. Les gens se proposent des solutions aux problèmes français et à mon avis, c'est la seule solution qu'il faut instaurer dans tous les pays. Alors, on va donner quelques indications pratiques pour se faire lever cette vague blanche que vous espérez. D'ailleurs, vous n'êtes pas le seul. Il y a de très nombreux signataires qui appellent à cette manifestation évidemment pacifique au Trocadéro et ailleurs. C'est à 19h. C'est à 19h sur la esplanade de Trocadéro. Et c'est juste... Ce qui compte, c'est de la présence. La présence et dire stop. Voilà. Eh bien, je suis certain que vous ne serez pas déçus de la présence des Parisiens et des Français sur cette opération Vague Blanche à partir de 19h. Ne l'oubliez pas, c'est mardi prochain pour la paix et la fin des tueries et des massacres en Syrie. Merci encore beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. On le disait tout à l'heure, il y a également la campagne électorale. Elle se poursuit ô combien ce week-end avec dimanche ces 2 meetings de François Hollande et de Nicolas Sarkozy à Vincennes et à Paris, plus d'autres meetings, celui de Nathalie Arthaud au Zénith de Paris, également dimanche. Autant de manifestations qui seront évidemment retransmises et commentées en direct sur l'antenne des chaînes parlementaires. Merci à tous, c'est la fin de cette édition. À suivre le magazine Entre les lignes chez nos confrères d'LCP Assemblée nationale. Il me reste à vous souhaiter un excellent week-end à tous. Merci. La City of London. Les initiés l'appellent le Square Mile. Le volume d'affaires qui se brasse ici le jour, le long de la Tamise, est 5 fois supérieur au PNB du pays. Pour les circuits de blanchiment désireux de recycler l'argent sale, Londres est la botte de foin idéale. Escamoter des flux financiers, les mettre à distance des contrôles étatiques, tout cela est désormais pratique courante dans le monde du grand business. Nous avons identifié ces failles réglementaires. Une de ces failles réside dans la façon dont ces entreprises organisent leurs comptes. Elles ne sont pas transparentes. Elles ne révèlent pas où les profits ont été réellement faits dans les pays où elles opèrent. Eh bien, adoptons un nouveau standard comptable. La City, finance en eau trouble, demain à 22h sur Public Sénat. Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel,
Connectez-vous et réagissez sur publicsena.fr.